Bonjour Amélie. Bonjour Xavier. Vous venez d'écrire un livre fascinant, Votre parole vaut de l'or. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec l'Agora des directeurs financiers et quand on parle d'or, ça aiguise leur appétit. Vous dites que face au langage, nous sommes tous des apprentis et on a envie d'apprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit retour sur votre parcours. Vous avez commencé comme plume de Serge Papin, Carlos Ghosn, Carlos Tavares. Vous êtes administrateur de Pierre et Vacances, de la Fondation Alcen sur les énergies renouvelables. Vous êtes professeur de rhétorique à Sciences Po. Vous êtes normalienne, agrégée de lettres, auditeur à l'IHEDN. Rien que ça. Et vous avez créé Bureau 121, une agence de conviction, si j'ai bien compris, pour aider les dirigeants et leurs équipes à élaborer leur stratégie de communication et les outils pour convaincre. Absolument. Aujourd'hui, la thématique de l'Agora, c'est la communication du directeur financier est un art et non pas la communication financière. Donc on n'en parlera pas, on va se concentrer sur votre talent. Et j'ai envie de commencer le débat par vous poser comme question à quel moment le directeur financier sait que ses paroles ont de la valeur? Je pense que le directeur financier sait que sa parole a de la valeur quand sa parole porte, c'est-à-dire quand il obtient ce qu'il veut. Que ce soit pour vendre une entreprise, savoir en parler et être suivi par des investisseurs, ou bien lorsqu'il s'agit de convaincre un conseil d'administration ou de convaincre son CEO d'aller dans telle ou telle direction. Au fond, la vraie récompense, la vraie valeur, c'est l'acte qui suit la parole. Et c'est pareil dans tous les domaines, parce que qu'est-ce qui fait par exemple qu'un candidat sait qu'il a convaincu? Je pense au candidat à l'élection présidentielle, ça va être le jour du vote, lorsque on va mettre le bulletin dans l'urne. C'est ça la récompense. Après, on sait tous que les intentions de vote, c'est une autre affaire. Les sondages, c'est une autre affaire. Donc la vraie valeur, on la voit quand les gens vous suivent, quand les gens agissent dans la direction que vous souhaitez. Je crois que c'est ça la récompense et c'est ça qui vaut de l'or. Ah, c'est un très bon conseil, absolument. On dit que le directeur financier, c'est souvent un expert. Et oui. Les experts ne sont pas toujours les meilleurs communicants. Je crois que vous dites dans votre livre, l'écrit accueille volontiers l'analyse, l'oral lui préfère la synthèse. Quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner pour justement être plus éloquent? Oui, il y a un paradoxe en fait par rapport à l'expertise. On est bon sur un sujet quand on le connaît. Ça, c'est le point de départ. Et je pense que personne ne pourrait contester ça. Mais parallèlement, l'expérience prouve que les experts ne sont pas toujours des bons communicants. Pourquoi ? Parce que quand vous connaissez très très bien un sujet, vous êtes capable d'en parler des heures et donc d'être long. Vous êtes capable aussi d'aller à un niveau de détail qui est extrêmement fin. Et puis, vous êtes capable aussi de rentrer dans un long monologue qu'on peut appeler un tunnel pour le dire autrement. Et en fait, c'est ça le risque. L'oral, c'est l'inverse. C'est pas de faire long, mais c'est de faire court. C'est pas de faire complexe, voire compliqué, mais de faire simple. Et c'est jamais le monologue qu'on veut, c'est le dialogue. C'est exactement ce qui est en train de se passer à cet instant. C'est que mon but, c'est d'échanger avec vous. Ça n'est pas autre chose. Sinon, ça marche pas. Donc, mon conseil, c'est de leur dire, d'abord de parler moins, ensuite de simplifier, d'ailleurs en n'oubliant pas que le public auquel on s'adresse est rarement aussi expert que vous. Voire jamais. Et en fait, il ne faut ni sous-estimer son public, ça c'est sûr, jamais prendre les gens pour des idiots parce que ça marche pas et c'est un tort, et surtout c'est pas stratégique. Et ensuite, il ne faut pas non plus surestimer son public. Donc, pourquoi je dis qu'il faut simplifier, c'est que on rentre parfois dans des considérations tellement complexes, tellement élaborées, tellement pointues. Surtout pour des gens comme vous, des analystes, des gens qui ont le sens du détail, qui ont le sens de la précision à un degré extrême, eh bien évidemment, c'est dur de simplifier. Parce qu'on pense que simplifier, c'est sacrifier à l'intelligence. On pense que simplifier, ça veut dire être simpliste. Alors ça, il faut sauter ça de la tête. Simplifier, c'est être intelligible à tous. Et vous savez, quand on lit des livres comme ceux d'Hubert Reeves, qui expliquent le Big Bang à ses petits-enfants, eh bien, au fond, on pourrait se dire, mais c'est impossible. Eh bien, non. Les plus grands scientifiques sont ceux qui, justement, ont fait cet effort dit de vulgarisation. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Einstein, d'ailleurs, disait aussi, si vous n'êtes pas capable d'expliquer à un enfant de 6 ans ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas compris vous-même ce que vous racontez. Alors, je le trouve un peu dur quand il dit ça. C'est un peu de la provoque parce qu'un enfant de 6 ans ne comprend pas forcément un deal. Et c'est normal, on ne peut pas lui demander ça. En revanche,
l'art de clarifier d'emblée, l'art d'aller tout de suite droit au but, ça c'est fondamental. Et puis enfin, l'interaction, c'est ce que je vous disais. Il s'agit non seulement de faire court, il s'agit non seulement de simplifier, mais il s'agit toujours d'aller vérifier que l'autre est encore avec nous. Et ça, c'est fondamental. Et du coup, ça m'amène sur la question suivante. Est-ce que l'autre est avec nous finalement? Est-ce qu'on est tous égaux? Si on écoute ou on applique vos conseils, est-ce qu'on arriverait à avoir ce niveau d'excellence dont vous parlez? Alors, c'est le but, évidemment. Le but, c'est que tout le monde progresse. Après, je crois que l'égalité, ça n'existe pas. On est égaux en rien. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant en moyenne section est bon en maths? C'est pas ses parents qui lui ont donné des cours particuliers avec un polytechnicien, pas encore. Ça viendra plus tard, peut-être en CP, puisqu'aujourd'hui c'est une obsession aussi des parents qu'on réussisse à l'école. Et on les comprend. Mais là, il y a des inégalités de départ. Oui, on n'est pas égaux en mathématiques, on n'est pas égaux en dessin, on n'est pas égaux en imaginaire et en capacité à le traduire, et on n'est pas égaux en prise de parole. On peut oser ou ne pas oser. Il y a des gens qui sont extraordinairement intelligents, qui sont de grands timides, et parfois jusqu'à un âge très avancé. Et la timidité, c'est un vrai handicap. Je me souviens d'un déjeuner d'anniversaire d'un de mes fils. Il n'a pas pu rentrer dans l'appartement de son petit camarade. Impossible. Et pour moi, c'était un ovni. Je ne pouvais pas comprendre ça. Et j'ai compris à ce moment-là, parce que ça m'a touché au cœur, ce qu'était que la timidité. Cette incapacité fondamentale à ne pas prendre la parole, à ne pas oser même rentrer dans l'espace, oser franchir le seuil. Et pourtant, il était accueilli. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ça à la blague. C'est du sérieux, la timidité. C'est du sérieux, la réserve. Et par ailleurs, eh bien, on peut être très très bon technicien, on peut être très bon analyste et mauvais communicant. On vient de le dire. Donc oui, ça n'est pas inné. On ne naît pas orateur, on le devient. Et le but de cet ouvrage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de donner aux gens des moyens très simples et j'espère très efficaces pour progresser. Et donc, vous verrez, c'est des conseils qui, effectivement, peuvent s'appliquer à tous. C'est-à-dire apprendre à entrer sur scène, apprendre à soigner son entrée, apprendre à finir aussi, pour éviter de faire des conclusions à rallonge ou de faire ce que j'appelle un auto-sabotage, c'est-à-dire, une fois qu'on a parlé, de regarder ses pieds et de dire d'un air gêné « bon ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire », sous-entendu, ça n'était que ça. Ça, on peut apprendre aussi à ne pas dire ça. Et au fond, le but, c'est de gagner en confiance en soi. Parce que les deux grands ennemis de la conviction, c'est le doute et la culpabilité. Il faut régler ça en coulisses. Et l'expérience prouve que plus on travaille, plus on arrive à être à l'aise. Et c'est ça le vrai travail de départ. C'est arriver à oser, à être à l'aise à force d'exercice et à force aussi, évidemment, d'entraînement. Vous en savez quelque chose, Xavier, puisque on a eu cette discussion ensemble. Vous avez énormément travaillé, vous aussi, pour être bon dans des exercices très timés, très minutés. Donc oui, ça se travaille. Et vous êtes la preuve vivante que ça se travaille. Les grands hommes s'entraînent tous. Les grands hommes s'entraînent tous. Vous les conseillez? Alors, j'en conseille certains, mais l'expérience et surtout l'histoire montrent que les grands hommes s'entraînent. De Gaulle s'entraînait des heures dans sa salle de bain pour apprendre par cœur ses discours. Et il travaillait avec des pensionnaires et des sociétaires de la Comédie Française, Jean Yonnel, Maurice Escande, pour ne pas les citer. Il allait beaucoup au théâtre. Ce qui aussi aide, c'est comme quand on dit à nos enfants qu'il faut lire, c'est comme ça qu'on apprend le français, eh bien, quand on va au théâtre, on voit aussi ce que c'est que l'éloquence. On voit ce que c'est que la posture, la tenue du corps, l'art de parler distinctement, de prendre son temps, de savoir jouer de sa voix, de son intonation. Donc, le général allait beaucoup au théâtre et il s'entraînait énormément. Pareil, Churchill s'entraînait comme un fou parce qu'il a eu, très jeune, un accident de parcours. C'est quoi un accident de parcours? C'est qu'il est arrivé pour parler devant ses pairs et tout à coup, il a eu un blanc terrible. Et ce blanc, ça a été tragique pour lui. Et qu'est-ce qu'il en a tiré comme enseignement? Il en a tiré d'abord comme enseignement qu'il aurait toujours des fiches. Donc ça n'est pas un travers d'avoir des fiches. Si ça vous aide à être à l'aise, vive les fiches. Et ensuite, il n'arrêtait pas de travailler. D'abord, il dictait un premier jet, puis il prenait son fameux stylo rouge où il corrigeait. C'est très amusant de voir d'ailleurs les manuscrits de Churchill parce que
on voit qu'il travaille énormément et qu'il n'est pas né prix Nobel de littérature, il l'est devenu. Et il l'est devenu aussi, je dirais, à l'oral, en travaillant comme un fou. Donc il y a des ratures partout. Bref, ça ressemble à ce qu'on fait nous au quotidien. Et puis enfin, il faisait ce truc génial que je recommande à tous, il maquettait ses discours. Comment il faisait ? Très marqué d'abord par son éducation religieuse, il les maquettait de façon à ce que ça ressemble à des psaumes, parce que c'était son histoire. Et en fait, ces psaumes permettaient de tracer des paragraphes et finalement de guider son articulation et son souffle. Il savait qu'un discours, c'est aussi parfois du souffle. C'est d'abord du souffle, c'est parfois de l'envolée lyrique, mais c'est d'abord une histoire de respiration. Et donc, il le maquettait de telle sorte que ça devienne pour lui a cherry on the cake ou a cup of tea, quelque chose de très naturel finalement. Et il avait ce don de savoir exactement ce qu'il allait dire en peu de temps. Il faisait des discours très courts d'ailleurs lui aussi. Et il avait ce don de finalement se faciliter la tâche parce qu'il savait que c'était ça la bonne préparation. Donc oui, les plus grands travaillent et ce sont les meilleurs qui s'entraînent. C'est pas mal comme enseignement parce que ça veut dire que c'est pas un don de la grâce, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Et c'est ça que je crois. Oui, on a tous notre chance, absolument. Très bien, et ça, merci pour ces conseils techniques. Et du coup, après, une fois qu'on a compris qu'on avait tous notre chance, votre métier, c'est d'expliquer et de convaincre, et il faut le faire de plus en plus vite. Oui. Vous parlez dans votre livre d'elevator pitch. Oui. Alors, j'adore ce concept, comme vous le savez, parce que c'est un concept très américain. Il n'y a pas d'ascenseur de cette hauteur en France. Nous, c'est 45 secondes et pas 3 minutes. Donc, comment fait-on pour aller aussi vite ? Déjà, on peut commencer par la conclusion. L'avantage, c'est que c'est fait. C'est-à-dire que si je rentre dans l'ascenseur avec mon boss et qu'il n'y a que 8 étages, ce qui est assez fréquent, effectivement, en France, eh bien, en 8 étages, c'est-à-dire très peu de temps, j'ai le temps de lui dire l'essentiel. Donc, par exemple, je suis ravie de vous voir. Justement, j'ai un projet formidable en ce moment. Et hop, j'y vais. Je ne peux pas tergiverser. Je ne peux pas commencer à expliquer que je suis là depuis 5 ans dans l'entreprise. Non, 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 non. Il faut y aller tout de suite. Et c'est vrai que les anglo-saxons sont très forts pour ça. C'est marrant d'ailleurs, je me souviens d'un épisode à Los Angeles où j'avais voulu réserver une chambre d'hôtel. Et en bonne français, j'avais dit « Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger, j'espère que c'est le bon moment pour vous parler. » Et puis, j'avais eu un grand blanc au téléphone. Et j'étais à côté d'une amie américaine qui avait pris le téléphone et qui dit « Hi, I'd like a room for tonight for two persons. » Et donc, en fait, qu'est-ce qui était extraordinaire, c'est que là, tout à coup, j'ai eu la réponse, c'était oui ou non. Et je me suis dit, mais effectivement, il faut aller droit au but. Il faut arrêter de penser que, en fait, on va, en posant des pierres progressivement, atteindre cette délicatesse qui est l'art de convaincre. Non, l'art de convaincre, c'est pas toujours délicat. Et donc, il faut tout de suite commencer par la fin. Ça permet d'avoir dit les choses. Et après, si on intéresse l'autre et qu'on l'a capté, alors on va pouvoir expliquer. En fait, c'est presque contre-intuitif. Oui. Je ne monte pas en puissance. Je tape d'emblée, je frappe d'emblée, je dis d'emblée ce que je veux, et ensuite, je vais pouvoir être plus subtil. Alors, ça vaut pour l'ascenseur. Heureusement, la vie, c'est pas qu'un elevator pitch. Il y a aussi des moments où on va procéder autrement. Ça va dépendre aussi de mon public. Il y a des gens qui vont détester ce côté trop direct. Donc là aussi, il faut savoir à qui j'ai affaire. Donc, il n'y a pas de recette établie pour toute circonstance. Ce serait faux et ce serait maladroit. Donc, à partir de là, je vais m'adapter. D'accord, très clair ça. Dans certains cas, le directeur financier, comme dans la transaction d'entreprise, il doit vendre et faire rêver. Et j'ai lu dans votre livre, il y a une arme qu'on n'utilise peut-être pas assez, c'est le silence. Oui. Comment on peut mettre ça à profit pour être justement encore meilleur dans ces moments-là ? On peut le mettre à profit tout le temps. Par exemple, quand vous me parlez, je ne suis pas obligée de répondre tout de suite. Je peux prendre quelques secondes. C'est vrai que les enthousiastes, ils ont envie de parler tout de suite parce qu'ils savent que le temps est compté et parce qu'ils ont plein de choses à dire. Donc, ce n'est pas facile. Mais c'est un outil génial. C'est un outil génial de part et d'autre. C'est-à-dire, eh bien, quand moi je vous parle, le fait d'introduire des silences entre mes phrases vous permet, vous, de beaucoup mieux comprendre, de respirer, de ne pas être assommé par ce que je raconte. Et donc, pour vous, effectivement, c'est un avantage parce que vous avez le temps de digérer, vous avez le temps de comprendre et vous avez aussi la possibilité de m'interrompre. Pour moi, c'est aussi un énorme avantage parce que je calme mon stress,
je me calme, je m'apaise, j'ai le temps aussi d'improviser, puisque j'ai le temps de remonter jusqu'à mon cerveau pour dire quelque chose qui tienne à peu près la route. Donc c'est hyper intéressant. Et puis en plus, ça me permet d'articuler, ça me permet de pouvoir changer de direction si à un moment je vois que ça ne prend pas. Donc au fond, le silence est une arme redoutable. Et d'ailleurs, Jean Guiton, qui était académicien, disait « Le silence qui suit Mozart, c'est encore du Mozart ». Alors là, quand on parle, c'est pas du Mozart. Restons modestes, certainement pas. Mais c'est intéressant de se dire que la pensée de l'autre peut continuer à fonctionner et qu'on lui laisse le temps de réfléchir. Parce que le gros problème de l'oral, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Ça va trop vite. Donc parfois, soi-même, on n'a pas le temps de réfléchir quand on parle, et l'autre n'a pas le temps de réfléchir. Donc il y a des tas de dialogues manqués, finalement, dans cette histoire quand ça va trop vite. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le réflexe, quand on manque de temps, c'est d'accélérer. Moi, je préconise l'inverse. Quand vous devez préparer une intervention de 30 minutes, et que finalement, vous n'en avez que 5, ce qui, au fond, est notre réalité à tous. Absolument. C'est toujours plus court que prévu parce que les réunions durent toujours plus longtemps. Et que quand les gens aiment d'ailleurs parler, ils occupent le crachoir pendant plusieurs minutes, voire encore plus. Donc, comment faire dans cet état de stress ? Non pas essayer de tout dire, ce serait l'erreur majeure, parce que là, vous êtes sûr que personne ne vous écoutera, mais au contraire, essayer de dire en des mots très calmes, très posés, avec beaucoup de silence, eh bien écoutez, il nous reste 3 minutes, donc si j'ai une seule chose à vous dire aujourd'hui, c'est l'importance de la préparation. Voilà tout ce qu'il faut retenir, tout ce qui est important, tout ce que je voulais vous dire. J'aurais dit une seule chose, mais je suis à peu près sûre que ça passe. Alors que si j'avais voulu énoncer mes 25 règles en 5 minutes, alors que j'avais 30 minutes prévues initialement, je ne peux pas faire tenir dans ces 5 minutes l'intégralité du contenu. C'est un leurre. Et c'est ça l'erreur. Donc il faut toujours avoir une version de poche. Comme un petit bouquin qu'on avait autrefois. Vous savez, à la Renaissance, ils avaient des petits bouquins de poche parce qu'ils avaient des livres interdits. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'est né le livre de poche. Ce sont des livres cachés. Eh bien, soi-même, on doit avoir sa version cachée, secrète, qui est la version de poche, qui tient en une phrase. Et quand l'heure est grave, eh bien, c'est ça que je montre. C'est ça que je sors. C'est une sorte de sauve qui peut. C'est un kit de survie, la version de poche. Oui, ça, c'est très utile. Et on voit bien ces situations où on n'a finalement plus le temps d'en parler. Il y a une autre situation pour le directeur financier qu'ils ont sélectionné, c'est dans les process de levée de fonds. Oui. Souvent, c'est contraint, hein, c'est une format de speed dating. Oui. Et les investisseurs en face, on n'a qu'une seule possibilité en général. Et puis, il va falloir créer cette envie d'être sélectionné et d'avoir envie d'aller à l'étape d'après. Et vous dites dans votre livre, il faut en dire suffisamment, mais pas trop, pour créer cette envie-là de continuer l'échange. Oui. Comment fait-on ? Oui, alors, ce que vous dites là, c'est comment, finalement, j'ai en tête cette phrase de Sacha Guitry, c'est qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. C'est ça dont vous parlez. C'est-à-dire que, très souvent, on va avoir une rencontre très brève, et ça passe ou ça casse, comme on dit. Et le problème, c'est si ça casse, alors que j'ai énormément travaillé sur un dossier. Donc c'est très rageant quand ça ne marche pas. C'est là où il va falloir que j'arrive à capter l'autre. Finalement, l'enjeu, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que convaincre ? D'abord, étymologiquement, convaincre, c'est gagner ensemble. C'est intéressant de se le rappeler. C'est pas parler tout seul. En latin, c'est cum vincere, vaincre avec. Donc, je ne peux vous convaincre que si vous rentrez dans l'histoire. Donc, comment je vais faire pour vous faire rentrer dans l'histoire ? D'abord, il va falloir que je trouve en amont un angle qui vous parle, un angle qui vous séduise. Parce que ma façon de parler d'une entreprise, par exemple, sera peut-être différente si je vous parle à vous ou à un investisseur indien ou bien à un groupe de personnes très éclectiques. Il va falloir que je m'adapte en fonction de ce que je peux savoir de vous ou bien imaginer de vous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment je suscite cet appétit d'écouter ? C'est ça, au fond, dont vous me parlez. Vous avez prononcé ce verbe très juste, donner envie. Donner envie, c'est quoi ? Donner envie, c'est déjà avoir des outils qui ne sont pas trop austères. C'est pas parce que votre matière est précise et sérieuse et grave, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu, qu'il faut la rendre, inaccessible, austère et finalement impossible d'accès. Ne rendons pas aride ce qui est déjà très aride. Pour ça, on peut envoyer des écrits, des annexes, et ça marche très bien.
L'oral, c'est autre chose. L'oral, c'est très peu de temps pour séduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'art de l'accroche va énormément compter. Comment je commence pour que tout de suite, ils aient envie de ne plus regarder leur téléphone et vraiment m'écouter, surtout quand je suis le 15e de la liste et qu'il est 8 heures du soir. Et que d'ailleurs, chez certains, il est 2 heures du matin, avec le décalage horaire. Donc là, j'ai un sacré challenge. Ensuite, outre l'accroche, effectivement, n'oubliez pas d'avoir un propos aussi incarné. Incarné, c'est qu'on parle avec le corps autant qu'avec les mots et les arguments. Oui, c'est une affaire de raison, évidemment, il faut dire des choses intelligentes, avec une pensée structurée, mais c'est pas que ça. L'oral, c'est d'abord un face-à-face. Et là, quand vous me parlez, vous êtes un saint Thomas. C'est-à-dire que vous croyez ce que vous voyez, d'abord. Et avant d'entendre ce que je dis, vous avez une impression qui est positive ou négative quand quelqu'un rentre dans la pièce. Donc dès le moment où on va s'asseoir, dès le moment où on va, avant même d'ouvrir la bouche, rentrer sur scène, tout compte. L'habit fait le moine, la façon dont on est habillé, la façon dont on va sourire à son public, la façon dont on va marcher. Eh bien, tout ça va compter. Donc, oui, la conviction, ça passe par le raisonnement, mais ça passe aussi, et c'est fondamental, par l'art de savoir bouger ses mains, de regarder, de sourire, et puis aussi le ton de la voix. Il y a des voix qui nous donnent de l'énergie et d'autres qui nous endorment. Il y a des voix qui nous réveillent et d'autres qui sont extrêmement soporifiques et tristes. Donc ça se travaille, parce qu'on n'a pas en soi une voix négative. Alors, il y a des gens qui ont des tonalités de voix qui méritent un vrai travail d'ampleur. C'est pour ça, d'ailleurs, que des présidents ont parfois travaillé, on l'a vu dans des meetings, avec des barytons ou des grands spécialistes de la voix. C'est très fréquent. Et ils ont raison, puisqu'il faut avoir, on parlait de souffle tout à l'heure, il faut avoir beaucoup de souffle pour animer un meeting. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Mais donc, vous voyez, c'est une histoire, évidemment, de tête, c'est une histoire de voix, c'est une histoire de corps. Et enfin, il faut savoir raconter des histoires. N'oublions jamais qu'à l'oral, les concepts ennuient, l'excès de chiffres ennuie et ne marque pas. Il n'y a pas d'empreinte sur l'autre quand il y a trop de chiffres, quand il y a trop de nombres, quand il y a trop d'explications. Il faut en dire moins et mieux, et il faut savoir raconter des histoires. Comme lorsque vous racontez des histoires à vos enfants le soir, et que si vous mettez le ton, ils en redemandent. Eh bien finalement, c'est un bon exercice. On a beau être directeur financier, président d'une multinationale, apprenez à raconter des histoires à vos enfants. C'est un public très exigeant. Il vous dira très vite si vous êtes bon, pas bon, très mauvais, catastrophique ou excellent. Et ça tient à quoi? Ça tient à l'art d'y mettre des tripes. Ça tient à l'art de mettre le ton. Donc, ça n'est pas que ça, évidemment. Mais il faut ne pas négliger cet aspect-là, c'est fondamental. Très clair, merci. Maintenant qu'on a vu ces aspects un petit peu techniques finalement, hein, quand même, et de confiance, est-ce que communiquer, c'est pas un petit peu mentir? Et puis en plus, un petit peu d'actualité, donc est-ce qu'on ment un petit peu finalement quand on communique? L'art oratoire, c'est un ensemble de techniques, et la communication aussi. Ces techniques, elles peuvent être utilisées à des fins de mensonge ou de vérité. Ça, c'est un choix personnel qui engage celui qui parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que ça n'est pas mentir, mais c'est choisir. En tout cas, je ne recommande jamais le mensonge. D'abord, je pense que c'est une histoire d'éthique personnelle. Et ensuite, avec toutes les fact-checking qu'il y a aujourd'hui, la vérification immédiate sur les réseaux, quand vous racontez des cracks, eh bien, c'est très vite vérifiable. Donc, on n'a pas intérêt à commencer à raconter n'importe quoi. Et aussi, je crois qu'on est rentré dans une ère où on peut dire parfois « je ne sais pas ». Rappelez-vous notre ancien Premier ministre, lors de ses conférences de presse en plein Covid, quand Édouard Philippe disait « écoutez, on a peut-être fait des erreurs, c'est même sûr ». Et il y a des points sur lesquels on n'est pas certain du tout de prendre la bonne décision. C'était nouveau d'entendre ça, et c'est pas facile de dire ça. Personne n'a envie de dire qu'il ne sait pas. Alors, mentir, parfois c'est aussi la manipulation. Il faut distinguer d'ailleurs deux choses. La manipulation, c'est dire quelque chose à quelqu'un contre son intérêt, à l'autre, mais pour son intérêt personnel, qui va nuire à l'autre, d'ailleurs, la plupart du temps, et influencer. Ça, c'est le propre de la communication. Je cherche à vous amener dans une direction que je crois la bonne. Donc, il faut bien distinguer les deux. Alors maintenant, si ça n'est pas mentir, et c'est vraiment ce que je crois, c'est pas comme ça que j'utilise en tout cas cet art-là, et c'est jamais ce que je recommande à un patron. Eh bien, en revanche, il ne faut pas oublier que, effectivement, communiquer, c'est choisir.
On ne peut pas tout dire, on doit faire des choix. Et lorsqu'on ne sait pas, eh bien, on a intérêt parfois à dire, écoutez, là, on n'a pas la réponse, mais on vous la donnera plus tard. Je vous donnerai un autre exemple. Nicolas Dufourcq, en plein Covid, a fait cette chose absolument géniale. Donc Nicolas Dufourcq, patron de la BPI France, grand chef d'entreprise, qui décide de parler à ces milliers de salariés par des réunions toutes les semaines. Eh bien, parfois, Nicolas Dufourcq disait, écoutez, là, j'ai pas la réponse, mais voilà ce qu'on est en train de faire. Et toutes les questions étaient accueillies. Il n'y avait pas de censure sur les questions. Et il y avait une grande honnêteté dans la réponse. Et lorsqu'il ne savait pas, soit il déléguait à quelqu'un qui savait dans l'entreprise, soit il disait, écoutez, là-dessus, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, on n'a pas la réponse, donc effectivement, il va falloir qu'on la trouve, mais on ne sait pas. Et cette franchise-là, elle lui a valu une popularité d'enfer. Mais je dis bien d'enfer. Je pèse mes mots. Parce que les gens apprécient énormément quand on leur dit les choses. Anne Méot disait d'ailleurs aussi cette phrase très juste. On peut dire la vérité à des gens intelligents qui sont capables de l'entendre. Alors, c'est un vaste programme, comme dirait le général, c'est pas toujours simple, mais je pense qu'il faut garder en tête que d'abord, mentir, c'est jamais une bonne option d'un point de vue éthique, ni d'un point de vue stratégique, et en plus, ne sait pas mentir qui veut, parce que parfois il y a des gens, ça se voit comme le nez au milieu du visage, ils deviennent tout rouges, donc c'est vraiment l'horreur absolue, quoi, la catastrophe en termes de com. Donc non, ça n'est pas ça, mais en revanche, il faut choisir, il faut assumer ses choix, et évidemment, c'est jamais simple de communiquer, surtout si c'est pour communiquer des faits désagréables, des nouvelles qui sont pas toujours plaisantes, et ça fait partie de la responsabilité d'un dirigeant. Et c'est pas simple, ça n'est jamais simple, on est d'accord. Absolument, donc on retiendra choisir. Oui. Surtout. Oui. Voilà, on va prendre un peu de hauteur, parce que vous dites qu'il y a moins de monde. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'art de la maïeutique? Alors l'art de la maïeutique, c'est en fait une pratique qu'on trouve essentiellement chez Platon, qui était en fait le génie de Socrate, qui en fait arrivait à convaincre les gens par la pratique de la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il discutait lors d'un dialogue, il posait des questions pour faire progressivement, mais sûrement, changer le point de vue de l'autre. Donc plutôt que d'y aller frontalement en disant « je ne suis pas d'accord avec vous », il disait par exemple « mais mon cher Xavier, êtes-vous certain que cette méthode soit la bonne parce que peut-être ça ne marche pas en toutes circonstances ?» Donc là, tout à coup, vous vous interrogez en disant « oui, peut-être pas en toutes circonstances, vous avez raison. » Ah, donc vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ça ne soit pas toujours bon dans toutes les circonstances. Si maintenant on prenait la circonstance par exemple de tac tac tac, et là tout à coup je vous fais par petits pas changer de direction. Ça c'est assez génial. Pourquoi c'est assez génial? Parce que effectivement, plutôt que de choisir l'affrontement, je choisis le questionnement qui vous permet de douter et donc parfois d'affiner votre proposition ou vos propres convictions. C'est ça la maïeutique. Il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que, comme disait le général, que vous citiez tout à l'heure, quand je disais il faut prendre de la hauteur, il y a moins de monde, ça n'est pas moi qui ai inventé cette phrase, même si je l'adore, c'est le général de Gaulle, qui était très grand et qui avait surtout cette distance incroyable qui est nécessaire et qui est le propre des grands orateurs. Donc en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a plein de façons d'être habile en communication. Et il disait cette autre phrase, dans la vie, il ne faut jamais mentir, ça reboucle avec ce que vous disiez tout à l'heure, mais il n'est pas interdit d'être astucieux. Et c'est ça, l'intelligence de la situation. Au fond, la maïeutique, c'est quoi? C'est l'art de questionner l'autre pour infléchir progressivement peut-être son point de vue, ou en tout cas le faire réfléchir, ce qui est toujours intéressant. Et ensuite, c'est l'art de se montrer aussi habile quand la situation se tend. Et dans vos métiers, la situation parfois se tend. Et c'est là que ça devient compliqué de communiquer. D'où l'intérêt de la maïeutique. Très, très bonne technique encore, sans doute, à utiliser. Pour finir, on aura bien compris avec vous que la forme détermine le fond quand même. Et qu'il faut savoir aller à l'essentiel. Un dernier mot peut-être pour conclure sur votre essai que vous voudriez partager avec nous. Oui, si j'avais un dernier mot à prononcer, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne naît pas orateur, on le devient. Je crois que nous sommes tous des apprentis éloquents, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut toujours s'entraîner,
même quand on est très bon, parce qu'on peut déraper. Et c'est lié à quoi? C'est lié au stress, c'est lié à l'imprévu. On sait bien que l'imprévu, c'est la règle et non pas l'exception. C'est précisément lorsque vous avez un énorme enjeu en termes de com que votre ordinateur ne s'allume pas. C'est précisément lorsque vous savez que tout est millimétré, qu'il y a une grève qui fait que les gens n'arrivent pas à l'heure. C'est précisément lorsque vous avez un enjeu très important, que vous dormez mal, donc vous êtes fragilisé. Bref, il faut avoir une sécurité. Donc se préparer, c'est la clé des plus grands et c'est la clé de chacun. Je pense qu'une fois qu'on a ça en tête, la question c'est comment on se prépare. Et il y a des règles très simples. La raison de ce livre, c'était pas de m'adresser à des spécialistes de l'éloquence, même si je pense qu'il peut être utile à beaucoup, mais à beaucoup de gens qui parlent en permanence, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au fond, on doit toujours apprendre. Et ces règles, elles sont très simples, vous verrez, c'est comment on entre en scène, comment est-ce que on fait quand on est contesté, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire que pratiquer une bonne question, c'est quoi poser une bonne question? Vous savez, parfois on dit, quelqu'un a-t-il une question dans une salle et personne ne répond. C'est terrible. Pourtant, vous avez voulu bien faire. Donc, je crois qu'une bonne question, c'est une question précise, c'est une question adressée à quelqu'un, ce qui fait que par politesse, vous allez me répondre. Et c'est une question que tout le monde peut comprendre. Sinon, je perds l'avantage de poser ma question. Donc c'est ça le bon sens de cet ouvrage. D'ailleurs, la communication, c'est beaucoup une question de bon sens. Vous allez voir, parfois vous allez lire des passages et peut-être vous dire « mais c'est tellement simple ». Eh bien tant mieux. Ça veut dire que j'ai réussi ce que j'avais envie de transmettre, c'est-à-dire l'art de vous dire que c'est à la portée de tous. Merci Amélie. Moi j'ai beaucoup adoré, beaucoup apprécié ce livre. Il y a un mot qui m'a beaucoup plu, c'est l'audace. Et pour les directeurs financiers, c'est très important. C'est une thématique qu'on a beaucoup explorée à l'Agora des directeurs financiers depuis plusieurs années. Et vous apportez une nouvelle touche sur ce sujet-là. Donc merci beaucoup. Merci Xavier, merci beaucoup.